Salut, nous allons parler aujourd'hui en fait dans cette présentation de l'adressage IP. Nous allons commencer par les adresses IPv4. Donc en faisant un retour en arrière sur le modèle en couche, donc nous nous souvenons que nous avions dans la communication entre deux PC, donc on va dire host 1 et host 2, donc nous avions en fait la couche physique que je représente là, nous avions la couche, donc on va dire c'est la couche phi, donc cette couche phi c'est la couche 1, nous avions la couche 2 qui était la couche liaison de données, où on retrouve en fait le protocole, le standard Ethernet, et nous avons la couche 3, donc en fait qui est la couche réseau, qui va porter en fait la couche IP, voilà. Et donc en fait cette couche permet de d'acheminer les informations donc par paquet IP, donc de host 1 vers host 2, quel que soit leur mode de connexion, donc qu'ils soient au sein du même réseau local, que ce soit dans un réseau domestique ou un réseau entreprise ou industriel, ou que ce soit à l'échelle en fait d'internet, donc à l'échelle mondiale. Voilà. Donc, il est important, avant de rentrer plus tard dans les autres présentations des protocoles de routage et de comment est-ce qu'on achemine un paquet d'informations d'un host 1 à un host 2, de regarder un peu la structure d'adressage du protocole IPv4. Et ce sera l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Voilà. Donc, pour rappel, donc en fait, l'IPv4 est un protocole en fait qui va permettre donc d'adresser les machines, donc fournir une adresse, un identifiant unique à une machine dans un réseau de données et permettre en fait à cette machine de pouvoir recevoir et envoyer des informations donc sous forme de datagramme IP. Donc les adresses IPv4 donc sont des adresses qui sont formées de 32 bits. Donc ces 32 bits en fait sont divisés en 4 fois 8 bits. Donc 4 octets. Et ces 4 octets en fait donc permettront d'avoir 4 groupes décimaux allant de chacun 0 à 255. Donc on pourra le voir, comme on a pu le voir en fait dans d'autres présentations, en fait la formation des adresses IP. Donc par exemple une adresse qui fait 10.0.0.1 par exemple, comme on a pu le voir dans le test pratique sur la configuration des interfaces d'un routeur. Donc l'ensemble des adresses disponibles dans ces différents intervalles donc se décompose en classes. Donc nous avons donc la classe A. Donc la classe A regroupe l'ensemble des adresses allant de 0.0.0.0 jusqu'à 127.255. Voilà. Et nous avons, dans ce range-là, et pour chaque adresse de classe A, donc nous avons une partie qui permet d'identifier le réseau, une partie qui permet d'identifier l'hôte. Donc en fait, lorsque nous allons avoir un réseau donné, nous aurons en fait un identifiant qui identifie l'ensemble du réseau, donc le réseau vers lequel acheminer le paquet, et à l'intérieur de ce réseau, l'hôte auquel en fait on doit délivrer ce paquet-là. Donc en fait, pour les classes A, donc uniquement le premier octet donc identifiera en fait le réseau. Donc c'est dit un /8. Donc ce /8 permet donc d'avoir 2 puissance 8 réseaux distincts, tandis qu'à côté de ça, il permet d'avoir donc 2 puissance 24 machines dans chacun de ces 2 puissance 8 réseaux. Donc 256 réseaux et 2 puissance 24 machines dans chacun de ces 256 réseaux. Donc à côté de ça, nous avons la classe B. Donc la classe B qui regroupe l'ensemble des adresses qui vont de 128.0.0.0 jusqu'à 191.255
.255.255. Voilà. Et donc la classe B est une classe avec un /16. Donc les deux premiers octets ici vont identifier le réseau et les deux derniers octets en fait le sous-réseau. Voilà. Et nous avons donc la classe donc C. Donc la classe C, elle part de 192.0.0.0 jusqu'à 223.255.255.255. Voilà. Et donc en fait cette classe-là, elle aura 24 bits identifiant le réseau et 8 bits identifiant l'hôte dans ces deux puissances, dans chacun de ces deux puissances 24 réseaux. Donc en fait nous avons donc ces trois classes A, B et C qui sont en fait des classes pour les réseaux unicast. Voilà. Et en fait, ce découpage en classe est défini. Je vous renvoie en fait à la RFC, donc IETF, donc 820. Donc, qui définit en fait le découpage en classe de ces différents réseaux. Le découpage en classe ne s'arrête pas là. Nous avons également la classe D. Donc, cette classe D est dédiée au réseau multicast, aux adresses multicast. Donc pour l'adressage des flux multicast, et en fait elle part de 224.0.0.0 jusqu'à 239.255.255.255. Voilà. Au niveau des adresses multicast, nous n'avons pas de découpage en sous-réseau, en fait, donc ce sera des adresses uniques, donc ce sera des /32, en fait, pour chacune de ces adresses-là, donc multicast. Désolé pour la calligraphie, qui est due à la tablette. Voilà. Donc voilà, et en fait, ce découpage, ou alors la définition donc des adresses multicast est définie un peu plus en détail dans la RFC 57.71. Voilà. Donc nous reviendrons un peu plus en détail en fait sur cette classe, en fait, qui est une classe très importante donc dans les réseaux donc de diffusion et qui mérite en fait une vidéo à part entière. Voilà. Donc nous reviendrons un peu plus en détail sur ça. Donc en ce qui concerne en fait les adresses en fait unicast, donc pour revenir aux adresses unicast, nous avons donc pour finir, donc c'est pas la dernière classe, donc nous avons également une classe E, donc la toute dernière en fait, donc qui part évidemment en fait de 240.0.0.0 jusqu'à 255. Voilà. Et en fait, cette classe-là, cette classe-là, elle est réservée en fait pour un usage expérimental. Voilà. Sachant qu'en fait, vous aurez reconnu en fait cette adresse 255 4 fois est une adresse en fait broadcast. Donc en fait, on reviendra tout à l'heure dessus. Donc il est important en fait de revenir un peu plus sur les adresses unicast. Donc il ne vous a pas échappé que nous avons deux types d'environnement. Donc on a l'environnement, on va dire privé. Donc cet environnement privé regroupe principalement en fait l'environnement donc domestique, donc pour le grand public. Nous avons l'environnement entreprise. Et nous avons en fait l'environnement public, donc qui est, on va dire, Internet. Donc c'est le reste du monde. Voilà.
Donc nous avons ces deux grands environnements-là. Et en fait, les adresses IP, quand bien même divisées en trois grandes classes, A, B et C, pour ce qui est des adresses unicast, donc largement utilisées, nous avons un découpage de chacune de ces classes, donc en groupe d'adresses privées et en groupe d'adresses publiques. Pourquoi? Eh bien, on utilise en fait des adresses privées, donc définies dans la RFC 19.18, afin de pouvoir réaliser une économie des adresses en fait IPv4. Donc en fait, ce découpage-là a été introduit après la définition du protocole IP, après la définition en fait de l'adressage IP, afin de pouvoir d'éviter en fait une saturation en fait du domaine adressage. Donc ces adresses IP privées ont la particularité de pouvoir être réutilisées. Donc une adresse IP privée, on va dire adresse 1 par exemple, pourrait être utilisée par un individu donc au niveau de son domicile, et cette même adresse pourrait être réutilisée par un autre individu donc en fait au sein de son réseau privé. Donc sans pour autant en fait qu'il y ait une limitation, une restriction quelconque sur l'usage en fait de cette adresse IP privée. Donc, par contre, les adresses IP publiques, elles, sont à usage unique. Donc, elles ne peuvent pas être utilisées. Une adresse IP publique donnée ne peut être utilisée par plusieurs personnes en même temps. Voilà. Donc, elles sont assignées de façon unique et gérées par un organisme donc central, donc qui est l'IANA, L'IANA est divisée en plusieurs autres organismes, donc regroupés par région. Donc nous avons, si vous allez sur le site de l'IANA, en fait, vous verrez en fait le découpage donc par région. Donc je vous présente là, ce découpage qu'on peut voir en fait. Donc au niveau de l'Amérique latine, nous avons le LACNIC, au niveau de l'Amérique du Nord, l'ARIN, le RIP-NCC au niveau de l'Europe, l'AFRINIC pour l'Afrique et l'APNIC en fait pour l'Asie et Pacifique. Voilà. Donc ce sont ces différents sous-organismes qui vont gérer l'assignation donc des adresses IP publiques. Les adresses IP publiques et privées étant libres d'utilisation, donc chacun l'utilise à sa discrétion. Ces adresses IP privées, bien sûr, n'étant pas routées sur Internet. Voilà. Donc on l'utilise en fait, comme on l'a indiqué tout à l'heure, dans un cadre purement privé. Voilà. Et donc la question qu'on peut se poser, donc comment se passe la communication entre un individu qui est dans son environnement privé et un objet Internet qui est dans le domaine public, donc qui peut être un serveur ou un serveur de temps en général, hein, ou alors un autre ordinateur qui est disponible et qui est ouvert à la communication en fait dans le domaine public. Et ben en fait on utilise la translation d'adresse, donc le NAT. Donc on utilise plus précisément en fait pas simplement du NAT, mais on utilise aussi du PAT. Donc le PAT, en fait, le NAT et le PAT vont être utilisés de façon conjointe pour pouvoir donc profiter de cette RFC 19.18 qui a pour but d'économiser en fait les adresses IP de façon globale. Donc ce qui va se passer, c'est que toutes les adresses IP utilisées dans un domaine privé vont être natées ou pâté, donc suivant le jargon, derrière une adresse IP publique unique. Donc une entreprise ou un individu se verra assigner une adresse IP publique unique, et derrière cette adresse IP publique unique, il pourra avoir un réseau de taille variable, un réseau privé de taille variable avec autant de dots qu'il veut, et chacun de ces hôtes là va passer par cette IP cette IP publique pour pouvoir communiquer en fait dans le domaine public. Donc pour le PAT, on aura donc ce qui va se passer, c'est que l'adresse IP donc privée, donc je marque ici PR pour l'adresse IP privée, elle va être la communication se fera donc avec un port IP source, donc port source, et un port destination. Voilà, et cet hôte là en fait va cibler un node dans le domaine public. Donc
l'équipement, donc la passerelle domestique ou la passerelle privée dans le domaine de l'entreprise réalisant l'opération de NAT ou de PAT, va associer cet ensemble adresse IP privée, port source, port destination à l'adresse IP publique unique associée donc à ce domicile ou à cette entreprise et va changer donc l'adresse IP source, donc le port source, pardon, donc port source, donc NAT, va conserver le port destination afin de pouvoir communiquer avec le serveur en fait ou la machine de façon générale en fait disponible sur internet dans le domaine public. Donc les flux retours se feront également via cette passerelle qui va restituer donc au niveau du domaine privé donc le port destination qui devient maintenant le port source et va pâter donc faire l'association entre le port source naté initialement donc dans le sens de sortie vers le port source donc qui était le port de sortie mais au niveau privé, donc va le transformer en port destination cette fois-ci pour les flux retours. Donc de la sorte, toutes les machines à l'intérieur du domaine privé pourront communiquer avec n'importe quelle machine dans le domaine public. Donc en fait, ces mécanismes-là, donc de NAT associé à du PAT, donc à la translation de port, permet à un ensemble de machines donc de profiter de l'utilisation d'une adresse IP publique unique. Donc voilà un peu. Donc quelles sont en fait les adresses IP privées? Quel est le range en fait qui va définir en fait les adresses IP privées? Eh bien, ces adresses IP privées vont être définies comme on le disait tout à l'heure en fait dans la RFC 1918 et cette RFC 1918 va définir pour chacune des classes une adresse IP pour chacune des classes un range un range d'IP. Donc pour ce qui est de la classe A, donc nous avons le range qui part de 10.0.0.0 jusqu'à 10.255.255.255. Donc tout ce range là, donc /8, tout ce range là est un range d'adresse IP privé, donc n'est pas routé sur internet, n'est pas routable sur internet. Pour ce qui est de la classe B, donc nous avons le range qui part de 172.16.0.0 jusqu'à 172.31.255.255 donc /16. Voilà. La classe C ensuite, donc le range part de 192.168.0.0 jusqu'à 192.168.255.255. Donc ici j'ai mis /16, donc nous sommes plutôt en /12. Donc en /12 à ce niveau-là, pardon. Donc ici nous sommes en /16 et en /16 à ce niveau-là. Donc en fait c'est tout ce range-là qui est utilisable pour l'adressage IP privé. Voilà. Donc l'ensemble de ces adresses n'est pas routable donc sur Internet et est défini pour rappel dans la RFC. Pour ceux qui souhaitent creuser un peu plus, la RFC 1918. Voilà un peu pour la présentation de l'adressage IP. Donc pour rappel, encore une fois, le besoin d'utilisation d'adresses IP privées naît du fait que, compte tenu du nombre de machines présentes dans le réseau
dans les réseaux IP et dans le réseau Internet, il n'est pas possible matériellement d'assigner, compte tenu de la raréfaction de la ressource IP, d'assigner une adresse IP publique à chacune des adresses. Et donc, on fait appel à ces adresses IP privées pour pouvoir, qui elles sont réutilisables d'un environnement à un autre, pour pouvoir en fait répondre aux besoins d'adressage de l'ensemble des machines sur le réseau IP. Voilà, donc sur le réseau Internet. Un point important que je souhaiterais souligner, donc nous avons bien sûr la définition des adresses IP par classe, donc par classe. Donc ça veut dire typiquement que lorsque nous avons une adresse IP, donc nous avons dans cette adresse IP la partie, on va dire, réseau. Voilà. Et nous avons la partie donc réservée à la machine. Donc pour les adresses de classe A, nous avions dit donc que nous avons un /8, donc 8 bits et pour la partie réseau et 24 bits pour la partie réservée à l'identification de la machine. Ce découpage-là, en fait, est un découpage initial qui a été initialement introduit donc dans la RFC 820, comme on l'a vu tout à l'heure, mais qui est c'est un découpage qui est relativement rigide. Donc ça veut dire que typiquement lorsque je me vois assigner une adresse en /8, ben j'ai pas le droit, si je me limite à ce découpage en classe, j'ai pas le droit d'avoir un réseau qui est identifié par plus de 8 bits. Voilà, ce qui est un peu dommage si je souhaite en fait, si cela ne correspond pas à mon besoin, que je souhaite avoir plus de réseaux donc au niveau de mon infrastructure, plus de sous-réseaux au niveau de mon infrastructure et moins de machines que de puissance 24 par sous-réseau. Donc pour répondre à ce besoin-là, nous avons donc une nouvelle RFC qui a été, elle n'est pas nouvelle, elle a été introduite par la suite, donc c'est la RFC donc 917. Donc cette RFC là va introduire la notion de ce qu'on appelle CIDR, donc Classless Interdomain Routing, donc qui permet, lorsqu'on a un sous-réseau, lorsqu'on a une adresse par exemple ou un préfixe, donc de pouvoir découper ce préfixe en autant de sous-réseaux qu'on le souhaite. Typiquement, si on a une adresse, on va dire en 11.0.0 qui est un /8, un préfixe qui nous a été assigné par l'autorité correspondant à la région où nous nous trouvons. Ben, ce préfixe-là, je pourrais l'utiliser et ensuite le découper, par exemple, en /16. Donc, je pourrais, dans un premier temps, en fonction de mon infrastructure, découper ce préfixe en 2/9. Donc, avoir, par exemple, 11.0.0/9, voilà, et là changer ici le dernier bit donc de mon deuxième octet au niveau de l'adresse IP et avoir un 11.1 donc /0/0.0/9. Voilà, donc ça me fait deux sous-réseaux en /9, donc le /9 correspond pas à la classe A, telle que définie en fait dans la RFC 820, mais est un sous-réseau valide et routable sur Internet. Donc, si je souhaite encore descendre, je pourrais toujours redécouper donc ce /11 en deux autres sous-réseaux, donc j'aurai le 11.0. Ici, en fait, ce que je fais, c'est que je vais flipper le premier bit ou alors le bit de point fort du troisième octet. Hein. Donc à ce niveau-là, en fait, ça me fait 128. Voilà, hop, point 0/10. Voilà, et avoir un autre sous-réseau à ce niveau-là, qui lui sera 11.0.0/10. Donc, j'aurai également de ce côté-là
Donc là, je vais marquer juste le troisième octet, hein, donc les deux premiers octets restant les mêmes. Donc ici, ce sera également un 128, donc slash 10, et là, également un 11, donc .0 slash 10. Voilà. Donc je pourrais ainsi de suite en fait découper mon préfixe slash 8 en autant de sous-réseaux que je souhaite. Et à la fin, donc si je dois m'arrêter par exemple à ce niveau-là, donc j'aurais découpé en fait mon préfixe slash 8 je pourrais avoir, donc on va dire, puisqu'en fait j'aurai des réseaux en slash 10, donc 2 puissance 10 sous-réseaux, donc ce qui augmente substantiellement en fait mon nombre de sous-réseaux. Ça me fait, je passe de 156 à 1024, donc ça fait un facteur 4, hein, donc c'est 2 puissance 2, donc le nombre d'étages que j'ai pu avoir. Et par contre en fait j'aurais réduit le nombre dots par j'aurais dû le nombre dots en fait au niveau de chaque sous-réseau, donc je serais passé en fait de 2 puissance 24 à 2 puissance 22, ce qui reste quand même très important. Voilà. Donc en fait ça c'est le classless interdomain routing qui me permet de ne pas avoir la rigidité des classes et qui me permet en fait d'avoir plus de souplesse quant au découpage en fait de sous-réseau. Il n'y a pas de formalisme en tant que tel au niveau du découpage, donc je peux très bien ne pas forcément passer par ces étapes là et dire que ok d'accord, j'ai un slash 8, dans ce slash 8 je vais le découper, donc je vais directement passer du slash 8 à autant de slash 10 que je veux, ou alors prendre mon slash 8 à ce niveau là et dire voilà, donc j'ai un 10 slash 24, donc 10.00 slash 24, et ce sous-réseau là je vais l'assigner en fait à un sous-réseau, à une partie de mon infrastructure. Il est important, lorsqu'on a la possibilité de le faire, de pouvoir respecter en fait une hiérarchie, une structure. Donc cela permet, lorsqu'on effectue un routage, donc on le verra dans la partie routage, de pouvoir réaliser donc une agrégation des adresses afin de simplifier l'étape de routage. Donc je l'explique. Voilà, donc lorsqu'en fait j'ai mon infrastructure, donc je définis donc mon réseau, donc je pars du principe que mon réseau il est correctement donc structuré, donc avec une structure donc hiérarchique. Donc là les différents nœuds que j'indique en fait c'est des nœuds qui vont correspondre donc à des points de routage, hein. Et donc on va dire qu'on s'arrête là, et chaque feuille donc de mon arbre correspond à une machine. Voilà. Donc si j'ai réalisé en fait un découpage cohérent, donc comme on l'a vu tout à l'heure, typiquement si je reprends mon exemple de slash 8 et que je suis passé par la suite à un slash 9 et après un slash 10 à ce niveau-là, donc le routeur à ce niveau-là n'aura, pour les besoins de routage et de joignabilité en fait des différents autres qui seront rattachés au nœud feuille, au nœud juste au-dessus des feuilles, n'aura besoin que d'annoncer un seul préfixe, donc le slash 10. Pareil en fait pour tous les nœuds en fait de même niveau. Et lorsqu'on arrivera en fait à ce nœud-là, il n'aura pas forcément besoin d'annoncer aux autres points d'attache du réseau tous les préfixes en fait, ou toutes les machines en fait plus bas. Il aura juste besoin d'annoncer ce slash 9 comme étant en fait le préfixe qu'il est capable de joindre via ces interfaces en aval. Donc il aura besoin de l'annoncer uniquement au routeur en fait du niveau supérieur. Donc ça permet de simplifier l'étape de routage. Donc du coup en fait le routeur ici n'aura dans sa table de routage pour joindre n'importe laquelle de ces machines qu'un seul sous-réseau, donc qu'un seul préfixe qui est le slash 9 à ce niveau-là. Donc il enverra les paquets. Donc celui-là, dans sa table, il n'aura que deux sous-réseaux à ce niveau-là. Donc le slash 10 et le slash 11. Donc pour joindre les machines ici, il n'aura qu'un seul sous-réseau, donc le slash 10 correspondant à cet arbre. Donc ça simplifie l'étape de routage et ça permet de réaliser une meilleure agrégation, donc comme on a pu le voir. Voilà, et le réseau converge d'autant plus rapidement.
lorsqu'on a une variation en fait dans l'architecture. Typiquement en fait cette branche qui tombe, on n'a pas besoin de modifier l'annonce qui est faite au nœud de comment dire, niveau supérieur. On a juste comment dire, celui-là qui va mettre à jour sa table, donc il va dire que le /10 rattaché à cette branche-là n'existe plus, donc voilà, le reste du réseau reste stable, et le routage ne changera pas. Voilà. Donc, par contre, si ce /10-là, je l'avais rattaché physiquement à une autre branche, ici, et que j'avais fait mon découpage de façon différente et non cohérente, et ben une modification donc de cette branche-là dans mon arbre ou alors dans mon réseau aurait impacté l'ensemble des nœuds, donc de tout mon réseau, parce qu'en fait, compte tenu du découpage qui aurait été mal fait, on aurait eu tous les préfixes qui auraient eu besoin de remonter jusqu'au nœud supérieur. Donc l'ensemble de ces préfixes-là ont besoin d'être en permanence annoncés parce qu'ils ne sont pas agrégeables, parce qu'ils ne sont pas contigus. Voilà, donc en fait c'est ça brièvement en fait l'intérêt de pouvoir faire un découpage cohérent et donc de pouvoir par la suite agréger, donc rendre le réseau un peu plus rapide au niveau de la convergence. Donc voici rapidement présenté en fait le découpage des adresses IPv4 et la possibilité en fait de pouvoir avoir en fait un découpage en fait intermédiaire. Donc ça c'est ce qui concerne en fait les adresses IPv4 unicasts. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à bientôt.